Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. D'après un ancien conte allemand, les trolls sont vraiment les dernières personnes qu'on voudrait avoir pour amis. Ils sont repoussants. Les trolls ne peuvent même pas se supporter entre eux. Le troll de cette histoire eut une fille et elle s'enfuit immédiatement de chez elle. À sa place, le troll prit une orpheline, une jeune fille qui devait prendre soin de lui. Mais cette enfant méritait-elle mieux que d'être la servante d'un troll? Vous verrez, le destin l'attendait. Donc, Anya n'avait ni père ni mère, et le troll lui servait de parrain. Alors elle lui obéissait aussi cruel qu'il fût. Mais l'une des choses que les trolls ne supportent pas, c'est l'obéissance. Naturellement, si elle n'obéissait pas, malheur à elle. J'aurais dû vous le préciser, les trolls sont sans cesse en contradiction avec eux-mêmes. En tout cas, lorsqu'ils se contredisaient, le troll se servait d'un gros gourdin. Oh, quel son affreux faisait ce bâton lorsqu'il sifflait dans l'air avant de frapper le dos de la fillette. Bleu, bleu et rouge était son dos sous les coups de la contradiction. Je m'en vais au dehors. Tu trouveras dans ces sacs 20 livres de duvet et de plumes. Ébarbe-les et emballe-les avant que je revienne. Oui, mademoiselle. Et rappelle-toi, je suis allergique aux plumes. Une seule suffit à perturber mon nez, à chatouiller, à gratouiller, à farfouiller, à m'ennuyer. Et je n'aime pas ça. Dis-moi merci. Et n'oublie pas que tu me dois tout. Mais c'est impossible de faire tout ça toute seule, ça n'est pas juste. Je sais. Elle ébarbe, elle peigne, elle emballe, mais le duvet s'envole dans toute la pièce. Les plumes s'échappent sans cesse des sacs. Anya, n'aie pas peur de moi. Je viens à ton secours. D'où venez-vous, crinière blanche? Je viens de tes pensées. N'y a-t-il donc personne dans le vaste monde qui ait pitié de moi, pensais-tu? Il y a quelqu'un si, et me voilà. Écoute, tu es fatigué. Endors-toi. Je ne peux pas. Le troll est mon père et ma mère. Car je suis seule au monde. Je dois lui obéir. Aie confiance en moi. Dors. Ainsi convaincue, Anya s'allongea sur le sol et s'endormit. Et quand elle s'éveilla, quelle surprise, mes amis, quelle merveille. Merci, merci. Me revoilà. Oui, mademoiselle. Tu as réussi. Tous les sacs sont remplis. J'en suis hagard et étourdi. J'en suis même muet. Est-ce que tu as souri? Non. Non, maître. Je n'aime pas qu'on sourie. Va dans ta chambre, tu es privé de dîner. Oh, c'est trop injuste. Réveille-toi, lève-toi. Je veux te donner un nouveau travail. Voilà. Observe bien cette mare. Profonde, dis-tu. Comme tu as raison. Profonde et bien pleine. Vide-la. Vide-la avec ta cuillère. Et si j'y trouve encore une seule goutte d'eau quand je reviens, s'il y reste même une seule trace d'humidité, tu verras. Dis-moi merci.
Anya, Oh, crinière blanche, ma cuillère est pleine de trous. tu es fatiguée, ma gracieuse. Allonge-toi et repose tes beaux yeux. Non, je n'ose pas, car mon parrain le troll me battra avec son terrible gourdin. Allonge-toi. Et le lion s'approcha de la mare, et il but tout son content. Et bien avant le coucher du soleil, la mare était vide. Ah, me revoilà. La mare est-elle sèche? Oui, Oui. Oui, elle l'est. C'est épouvantablement exaspérant. Est-ce bien évident? Tu peux rire, toi. Mais le troll se contredit si fort ce soir-là que la pauvrette ne put dormir de la nuit, tant son dos était bleu et rouge des coups donnés par le gourdin. Toute la nuit, elle sanglota et ses larmes avaient le goût du sel. Mais quand vint le matin, l'horrible troll lui confia une nouvelle tâche, pire que les autres, impossible. Tout fini, tu te dis. Terminé. Mais tu te trompes. Voilà. Construis pour moi un palais ici. 300 chambres. 600 pièces. Prêtes au coucher du soleil, mademoiselle. Les heures passent, elle n'a pu ébranler qu'un seul roc de quelques pouces. crinière blanche. Mais toi-même, cette fois-ci, tu ne saurais m'aider. Il me faut construire un palais avant la nuit, rempli de chambres et de richesses. Tu es lasse, ma précieuse. Va, repose-toi un moment. Je ne peux pas, je n'ose pas. Chut, dors, repose. Cette fois encore, elle s'endort allongée dans l'herbe tiède. Mais rêve-t-elle? Quelle magie! Comment as-tu fait ça? Pardon, je n'ai pas réussi à faire ce que vous vouliez. Comme il est beau. Oh, dis-moi, le palais est ici, mais Anya ne l'a pas construit. Il me semble qu'il y a une contradiction. Et quand il y a une contradiction, il faut faire appel au bâton. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'en sais rien, probablement. Pas du tout probablement, mais très certainement. Voyons, c'est irritant, épouvantablement exaspérant, bâtir un palais en un seul jour. Voilà une demeure digne d'un trône et d'un trône. Bien, du poulet, c'est bien. Oui, mademoiselle, je veux un verre de Porto. Y a-t-il une cave pour le vin? Va voir si tu en trouves. Et c'est cette porte. Je ne peux pas l'atteindre. Laissez-moi prendre une torche. Un troll n'a pas besoin de lampe, il voit clair. Oh, crinière blanche! Vite! Vite! Le troll dans un trou, c'est terrible! Je sais. Pauvre troll. Ni père, ni mère. Il était nos parrains. Ah, pauvre petite précieuse, mais méchant et cruel. J'ai bâti le palais, et c'est moi qui ai posé cette porte. Bah, tant mieux, je le détestais, moi, ce troll. Il était mauvais, il était affreux. Oh oui. Et alors, raconte. Alors notre fillette a un palais pour elle toute seule. Et quelle transformation! Pour la première fois dans sa pauvre vie, Anya ne se reconnaît plus elle-même.
Et la nouvelle cour s'enfle, grossit, une petite précieuse toute seule dans un palais, et tous accourent, tous, prétendants et courtisans, prince tralala par-ci, prince tralala par-là, mais ils sont tous un peu trop là, un peu trop un peu trop tralala. Une année s'écoule, jusqu'à ce qu'un matin, la princesse se penche en soupirant à sa fenêtre et... Oh, qui est-il? Il lève les yeux, elle baisse les yeux, il sourit, elle rougit. Un soupir léger comme un baiser, il se l'échange, et tout à coup, elle demande des fleurs. Elle en exige partout, des fleurs pour sa chambre, des fleurs pour ses cheveux, et peu à peu les sourires se changent en mots, les mots se changent en silence, et les silences en baisers. C'est l'amour. Elle est amoureuse d'un jardinier? Pourquoi pas? Elle est une servante devenue princesse, pourquoi le jardinier ne deviendrait-il pas prince? Tu es ma promise. Si je le suis, alors ne laisse personne d'autre embrasser cette joue. Jamais. Au grand jamais. Jamais, dit-il, au grand jamais. Mais écoutez-moi, ils sont là aux aguets, peines et pleurs, chagrins cachés, douleurs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le troll va revenir? Oh non! Non. Enfin si, enfin d'une certaine manière. Oui, il revient. Le jour de leur noces approche enfin. Le bien-aimé s'éloigne un matin, il doit se rendre au village, il doit voir plusieurs personnes, son tailleur et son barbier et le cordonnier. Tout pimpant il veut être. Tu ne viens pas? Non, j'ai mon trousseau à coudre. Il ne faut pas que tu le vois. Mais je compterai les minutes jusqu'à ce que tu reviennes. Et elle compte les minutes, elle compte jusqu'à l'heure où les lampes s'allument. Alors elle compte les heures, mais la peur s'installe en son ventre. Elle compte les heures jusqu'à ce que se lève le jour. Alors elle compte les jours, et ses larmes qui coulent. 1, 2, 3. Mais enfin, où était-il? Nul n'en savait rien. Anya sécha ses larmes. Et elle partit seule en quête de son amour. Mais un jour, elle se trouva dans la neige, perdue, seule, égarée, abandonnée, désespérée. Anya. Sans dire un mot, le lion prend Anya sur son dos et il part au-delà de la neige. Il va si vite que rien ne le rattrape, que rien ne peut le suivre, ni larmes, ni chagrin. Au-dessus des grottes, au-dessus des falaises, au-dessus des glaciers, jusqu'au bout de la terre. Là s'étend une ville. Et là, il la dépose. Voilà, je te laisse ici. Prends ces noix. Elles contiennent des merveilles. Fais-en bon usage. Oh, merci, chère crinière blanche. Et Anya se met en marche portant ses 3 noix. Mon bien-aimé, mon amour. Elle pleure. Le cavalier la regarde, touche son chapeau, sourit poliment et poursuit sa route. Attends, bien-aimé. Non, non, crie-t-elle, non, c'est impossible, ce n'est pas lui. Le troll? Impossible, il est mort. Ah oui, il est mort. Mais elle découvre une queue de cheval, une boucle d'oreille en diamant, un soupçon de soie sur le cou. Ce n'est pas le troll. C'est sûrement, c'est incroyable, mais c'est sûrement Quoi? la fille du troll. C'est elle, c'est la fille du troll. 2 fois plus laide et 2 fois plus sotte, et elle se promène avec le bien-aimé. Oh, Anya est muette de stupeur. Quoi? Qu'est-il arrivé à son amoureux? L'aurait-il oublié? Elle a traversé le monde pour lui et lui l'a oublié. Il lui a préféré une trollope. Mais bientôt elle reprend ses esprits. C'est moi sa promise, et il est mon bien-aimé. Et elle repart déterminée. En chemin, elle rencontre des gens qui lui parlent de la trollope. Elle est allée un jour rendre visite à son père, mais il a disparu. Elle a rencontré un prince et l'a ramené dans son château. Elle l'a envoûté. Ils sont fiancés. Cette trollope est avare. C'est loin de l'or, elle le prend. De l'argent, elle le vole.
Elle collectionne les jeunes hommes comme ornements. Mes orne-hommes, elle les appelle. Ainsi renseignée, Anya se hâte vers la ville. Et dans sa tête, elle bâtit son plan. Hé! Quelle jolie beauté, ravissante chose. Il me la faut. Madame, Je vais descendre. Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Je suppose que c'est un cadeau pour votre reine. Comme c'est gentil. Je vous remercie. c'est magique, Votre Majesté. Cela ne peut être vendu. Cela s'échange. Échange. Contre quoi? Sois plus explicite. Une nuit avec votre fiancé. Avec mon nouvel orne-homme? Quelle audace! Alors il vous faut garder ce qui est à vous et moi ce qui est à moi. De la soie. Bonsoir, Votre Altesse. Oh non, non, ne pars pas, ne pars pas! Une nuit avec mon orne-homme. Mais c'est le plus exquis de tous, tu sais. Quelle générosité de ma part si je te le prête pour une nuit. Bon, d'accord. Oui, oui. Le marché est conclu. Cette nuit, la promise sera avec son bien-aimé. Seule, toute seule, songe-t-elle. Dès que nous serons seuls, il me reconnaîtra. Mon amour. Mon très chéri. C'est moi. Ta promise. Mais il ne se réveillait pas. S'il te plaît, réveille-toi. Il ne bougeait Mon pas. amour. Comment l'aurait-il pu? La coupe à son chevet était vide et le vin qu'il y avait bu était rempli d'une herbe de troll, puissante, terrible, qui le garderait endormi jusqu'au matin. Qu'aurait pu dire la jeune fille? Le marché avait été tenu. Une noix perdue. Mais a-t-elle le choix? Non, elle essaye à nouveau. C'est incroyable, invraisemblable. L'or coule, l'or s'amoncelle. Et la trollope n'en croit pas ses yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Vite, vite, la trollope exige l'échange. Et voilà une nuit de plus. Une nuit avec le bien-aimé échangée contre un trésor. Mais cette nuit encore, la même histoire. Mon amour. Chuchote la promise. Mon bien-aimé. Mais en vain. Pauvre prince ensorcelé, ses jours sont vagues et ses nuits sont sans rêve. Demandez-lui un peu à quoi il pense, que répondra-t-il? Oh, ou mais... La trollope a emporté sa mémoire avec l'affreux envoûtement. Et il n'a pas entendu sa bien-aimée chanter la nuit dernière ni pleurer ce matin. Oh, dit-il, mais les prisonniers savent, leurs yeux brillent et brûlent, leurs oreilles sont fines et bien ouvertes, ils ont entendu le tintement de l'or, mais aussi les lamentations de la nuit. Et le jour suivant, dès que le prince apparaît sur les remparts, il l'appelle. Votre Seigneurie, comment pouvez-vous dormir alors que chaque nuit la beauté chante près de votre couche? Bien-aimée chante-t-elle, et mon amour? Ta promise, crie-t-elle. C'est moi ta promise. Quand entendez-vous ces cris? Mais toutes les nuits. Il n'a rien entendu, lui. Qui est-elle, cette promise? Il ne comprend plus rien, plus rien. Car, voyez-vous, il dort tellement profondément. Soir après soir, il boit sa coupe et il s'endort tellement profondément. Comme je suis impatiente d'avoir un nouveau jouet. Fais voir. Montre-moi. Si admirable, si agréable. Il me les... Le marché est conclu. Cette nuit-là, Anya vient prendre sa veille. Mais cette nuit sera la dernière. Tu ne te réveilleras donc jamais. Ne pleurez pas. Quoi? Quoi? Mon amour.
Non, pas là. J'ai promis, comprenez-vous. Pas sur cette joue. À moi. C'est à moi que tu l'as promis. Elle l'embrasse et l'enchantement est brisé. Ses yeux s'ouvrent, ses souvenirs accourent, sa mémoire revient. Un tendre baiser, une bouche si douce sur sa joue, une bouche aussi douce. Ma promise. Il murmure. Ma promise. Et au même instant, dans les entrailles du château, d'étranges choses se passent, très étranges. Revenez, mon bel homme. L'histoire arrive, mais immédiatement. Trop tard, évanouis, ils sont partis les amoureux envolés, ils rentrent chez eux ensemble. Rattrapez-les, reprenez-les vite. Et dans sa rage, la trollope les rejoint presque. Plus près, elle va forcément les rattraper. Mais regardez, elle regarde elle aussi et n'en croit pas à ses yeux. Regardez qui est là. Et hop, il l'enfourche, et le lion les emporte, et passe en impossible course, ravin et rivière, glacier, forêt, montagne, torrent, source, et voilà, ils arrivent. Ils ont réussi. Oui, ils ont réussi. Merci, Crinière Blanche, et vite ils verrouillent la porte, reprennent leur souffle. Ils allument un feu, se racontent leurs histoires, et entre chaque mot, une étreinte, entre chaque mot, un baiser. Et le lion secoue fièrement sa belle crinière et s'en va sans bruit, les laissant à leurs amours, mais non sans accomplir une dernière tâche. Laquelle? Eh bien, qui avons-nous oublié? La trollope. Où est-elle? J'en sais rien, moi, probablement 1000 fois plus loin, derrière forêt, torrent, glacier, montagne. Non. Au moment où la promise et son bien-aimé s'installent pour dormir, elle arrive au palais. Elle entre, elle renifle, elle les cherche, narines palpitantes, narines en alerte. Elle prépare sa vengeance. Ici, lui dit son nez. Et oui, bien sûr, elle entend leur voix claire et joyeuse. Juste derrière cette porte. Depuis ce jour, les deux amants vivent paisiblement. Des bébés sont venus bénir leur amour, le soleil brille jour après jour, et ils ont gardé la statue du lion qu'ils appellent tous deux Crinière Blanche des pensées. Ils disent à leurs enfants que ce lion peut s'éveiller à tout instant si on l'appelle, si quelqu'un a besoin de lui. Mais les enfants ont du mal à y croire. Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. Certaines personnes naissent avec la chance. On pourrait croire qu'elles brillent d'un éclat très particulier, tout à fait personnel. Comme une étoile au firmament. Elles sont illuminées. Tout le monde aime ces personnes, car elles éclairent la vie. Les chats se frottent à leurs genoux. Oh, quelle horreur! C'est la chance, vous dis-je. C'est un don, un cadeau du ciel qui ne se peut détruire. Ce qui est aussi le cas des prophéties.
Alors, s'il arrive qu'une nuit naisse un enfant béni par la chance et dont on prédit qu'il régnera un jour, c'est qu'il régnera aussi pauvre qu'il ait été, aussi cruel que soit le roi qui règne au jour de sa naissance, aussi monstrueux que puisse être le monstre. Il n'y a pas si longtemps tout au nord de la Terre, là où il fait très froid, si froid que la neige elle-même y semble tiède, deux cœurs durs régnaient sur un royaume. L'un d'eux palpitait dans la poitrine du roi, et l'autre dans celle d'une immonde créature, le Griffon. Et il arriva qu'un vendredi de la semaine de glace, le roi cruel entendit une prophétie que lui rapportèrent ses espions. Un enfant était né. Un enfant de la chance et pauvre comme pénitence en carême, le septième fils d'un septième fils. Et les sages avaient prédit que l'enfant deviendrait roi un jour. Superstition, majesté, absurdité, s'exclama le chancelier. Des contes de bonnes femmes et des sottises. Comment un fils de paysan, un fils de moins que rien, rien du tout pourrait-il devenir roi? Pourtant le roi cruel écouta la prophétie, et si son cœur n'avait été si dur, il s'en serait brisé. Mais son cœur était dur, il ne se brisa point, et le roi partit en quête de l'enfant pour le prendre et le tuer. Que l'ennemi nous protège et que le Seigneur veille sur nous. Amen. Nous cherchons l'enfant de la chance. Est-il ici? Eh bien, oui ou non? Nous serions-nous trompés de masure? On l'appelle fortuné, Seigneur, mais de chance nous n'en avons point, et de fortune guère plus. Oh, oh mon Dieu! Mon ami, qui est un saint homme, offre 7 pièces comme celle-ci. Il cherche un enfant pour en faire son fils et l'aimer. Autant que la chair de ma chair. Oh oui, et voici l'enfant de la chance. Topez-la, c'est votre fortune. Oui ou non? C'est mon petit garçon, Seigneur. Vous en avez 6 autres, la mère, et ils deviendront gras comme des cochons de lait. C'est mon petit amour à moi. Mais bien sûr. Mon amour à moi. Alors il vous faut davantage d'or pour vous Fortuné, consoler. mon bébé. Ce n'est pas d'or que ma femme a besoin. Vous ne pouvez pas serrer de l'or contre votre sein et l'or n'a pas un cœur qui bat. Et mon bébé. Comme tu voudras. Tu as eu ta chance. J'enverrai mes soldats demain et le sang coulera sur la neige. Allons. Très bien. Nous allons vous confier notre petit garçon pour que vous l'éleviez. Que pouvons-nous faire d'autre? Bien. Prenez grand soin de lui, parce qu'il est notre trésor précieux. Ah oui. Il est le 7e fils d'un 7e fils. Il est fortuné, fils de la chance. Ah oui, il a beaucoup de chance. Que pouvait-il dire? Ce fut si rapide. À peine avait-il compris que le bébé avait disparu. Voilà. L'enfant a souri. Ah, je sourirais aussi si j'étais fils de roi, héritier de votre trône, de votre or et de tout ce qui vous appartient. C'est vrai? Tu sourirais? Ah, moi non, sire. Je parlais de l'enfant. C'est lui qui sourit. Une chute mortelle parce qu'il a de la chance. Il ne souffrira pas. Il ne sentira rien que le froid noir des vagues ou le choc sur les pieds. Je ne peux pas regarder. Est-ce très profond? Oh oui, plus de... Et voilà, toi aussi, chancelier, bonne nuit. Personne n'aura jamais mon trône. C'est terrible. C'est une histoire épouvantable. Pourquoi? Le bébé est mort. Tu trouves pas ça triste? Qui te dit que le bébé est mort? Ça n'est pas moi. Il est l'enfant de la chance, n'oublie pas. Non, 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 le bébé n'est pas mort. Il est descendu vers le sol comme une plume portée par la brise. Il flotte, plane, voltige, danse, et ses langes s'accrochent à mi-course, s'enroulent autour d'une branche, retenant le bébé, soutenant l'enfant dans sa chute lente vers les abîmes, et le dépose doucement sur le sable humide au pied des falaises. Le méchant chancelier n'eut pas cette chance, lui. La mer l'engloutit, et le lendemain, ses restes furent servis au banquet du Griffon.
Quant au roi cruel, de temps en temps le remords frappe sa poitrine et amollit son cœur. Mais le roi se reprend et se durcit encore. D'ailleurs, le roi lui-même a bientôt un enfant de son sang. Une petite fille. Au cœur doux, tendre, souple, chaud, qui bat discrètement dans sa poitrine tiède. Oh, comme le roi aime sa précieuse petite fille. Les années passent, 10 années, 12, puis 15 et 16, et la fille au cœur tendre, de ce roi au cœur dur, devient une charmante princesse. Et les prétendants accourent, ils sont 100, ils sont 1000 à vouloir l'épouser, mais le roi ne veut pas perdre sa fille. Oh non, pas si vite, pas encore, n'approchez pas. Voilà ce que pense le roi, n'approchez pas de ma précieuse chérie. Il y en a 4 pour Nicolas. Oui. 4 pour toi, Nicolas. Oui. On s'agenouille devant le roi. Votre Majesté. Je suis dans cette région pour examiner les récoltes. Qu'en est-il? Elles sont bonnes, sire, très bonnes. Et les comptes? Que Sa Majesté daigne voir le livre. Oh! Tout est inscrit, sire. Votre peuple a peiné pour chacun des grains de blé qui ont fait un pain. Et votre Majesté va exiger de nous sa dîme, comme chaque année. Mais bien entendu. Naturellement, car il faut bien marquer qui est roi et qui ne l'est pas. C'est exact. Chacun sa place, non? Pourquoi votre fils est-il blond quand vous êtes si brun? C'est que je suis un enfant trouvé. C'est un don du Seigneur, sire. Nous n'avions pas d'enfant à nous. Trouvé où? Trouvé quand? Eh Au bien... pied des grandes falaises, sire. Il y a maintenant 17 ans. Déposé sur le sable sans une égratignure. Il dormait béatement, ce Jésus. Je vois. Tu es fortuné, n'est-ce pas? Oui, c'est ainsi qu'on l'appelle, sire Fortuné. Fortuné. Tu ferais excellente figure à ma cour, jeune homme. C'est qu'on a besoin de moi ici, Majesté. On se passera de toi. Du papier, une plume. J'emmène ce garçon. Et je lui signe un sauf-conduit. Porte ce message à la reine. Elle prendra soin de toi royalement. Le fortuné garçon que voilà est désormais à l'abri du destin. Hurrah pour le roi! Hurrah! Hurrah! C'est un grand jour en vérité. Le roi respire à peine tant les battements sont violents dans son cœur de pierre. Car ce brillant garçon, c'est sûrement le maudit, le futur usurpateur du trône, l'enfant de la chance. À mort! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort, l'enfant! À mort! Mais une profonde forêt sépare le palais du moulin et presque infranchissable pour un homme à pied. De ceux qui osent entrer, peu en ressortent, car c'est un domaine interdit. Et Fortuné n'a ni carte ni guide. Il se perd, il s'égare, il s'enfonce dans la nuit des ombres et il ne voit plus rien, pas même la fosse dans laquelle il tombe. Où suis-je? Sacrebleu, sacrebleu. Tu es tombé chez les ogresses, mon pauvre ami. C'est le repère de mes sœurs. Un endroit terrible. Il faut que j'en sorte. Je suis au service du roi. Regarde, j'ai ici une lettre de Sa Majesté. Je vois, je vois. Ce qu'il faut éviter, c'est que mes sœurs t'aperçoivent. Elles sont cruelles et très violentes. Sacrebleu, dis-moi, est-ce que tu as faim? Puis-je sortir de là? Non, surtout pas. Tu devrais manger pendant que je réfléchis à ce que je vais faire de toi. Ah, je suis cuisinier. Un bon cuisinier. Et ça, c'est mon... Enfin, ma spécialité. Ah, merci. Sacrebleu, sacrebleu. Ne t'en vas pas maintenant. Je suis l'enfant de la chance. Oh. On m'appelle Fortuné. Ah. Ton plat est délicieux. Merci. Merveilleux. Ah, c'est fait. Je suis cuisinier, mais aussi empoisonneur, ainsi que curieux de nature. Voyons un peu ce qu'il y a dans tes poches, ami Fortuné. Ah, rien à manger. Une lettre du roi. En voilà une qui n'atteindra pas le palais. Oh non, ta chance s'est endormie, pauvre petit. Écoutez bien, le petit homme n'en croyait pas ses yeux. Quelle horreur que cette lettre. Oh, c'est horrible. Femme. Et il continua. Quand tu liras cette lettre, ordonne que celui qui la porte et qu'on appelle Fortuné soit écartelé et découpé en morceaux. Obéis sans attendre. Ton époux.
Oh, c'est répugnant. Pauvre garçon, vraiment. Mais je vais arranger ça. Il est cuisinier, mais il est aussi faussaire, ce petit homme. Et vite, 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 il s'assied pour écrire une autre lettre, avant que ses sœurs les ogresses ne rentrent et ne coupent la gorge au jeune homme endormi. Le lendemain, Fortuné, fils de la chance, se réveille et aperçoit le palais du roi juste devant lui. Comme c'est étrange, pense-t-il, mais il avance quand même. J'ai une lettre de Sa Majesté. Allez, entre. Crie-t-il du pont-levis, une lettre de Sa Majesté, crie-t-il en entrant dans la cour. Et il arrive enfin devant la reine et devant la princesse. Et aussitôt, à l'instant même, boum, la princesse regarde Fortuné, et Fortuné regarde la princesse, et boum, les voilà pris, l'amour, le coup de foudre, tandis que la reine ébahie lit et relit la lettre. Mon Dieu, quelle nouvelle! Aboie contre le roi. Bois. Et siffle. Non. Imaginez le retour du roi, imaginez sa joie, le sourire qui gagne ses lèvres, comme il savoure son affreux crime. L'enfant de la chance coupé en morceaux, comme l'ordonnait sa lettre, maintenant ce doit être fait. Il a trompé le sort, il a vaincu la prophétie. Mais en approchant du palais, il entend une cloche, 2 cloches, et en levant les yeux, le roi cruel voit, il voit, mais il ne peut croire ce qu'il voit. Comment? Pourquoi? Mais comment? Le roi hurle, mais personne ne l'entend. Pourquoi? Vous l'avez ordonné. Mariage, disait votre lettre, sous peine de mort. C'est la mort que j'ordonnais, la mort par découpage. J'ai gardé la lettre. En 1000 morceaux, et je les comptais un par un dans ma tête. Regardez. Regardez le prince, il est si charmant. Regardez, ils sont si heureux. Je croyais que vous obéissiez au conseil d'un mage. L'enfant de la chance montera sur le trône. Oh, mon père, c'est un tel bonheur. Oh, merci. Votre Majesté, pardonnez-moi. Je vous croyais cruel et tyrannique, aveugle, sourd et dur. Mais vous m'avez choisi, moi humble paysan, pour être votre héritier et l'époux le plus heureux qu'il y ait sur terre. Et ma plume d'or? Que dites-vous? La plume d'or du griffon, l'as-tu apportée? Non, sire. Alors, va la chercher. N'était-il pas convenu que ma fille ne se marierait pas sans elle? Mais mon père, cela est impossible. Et pourquoi? Parce que le griffon est un monstre. Il dévore les humains. Oui, ce ne sera pas facile. Mais seul un être d'exception peut épouser ma fille. Très bien. Oh non. Je reviendrai, n'aie crainte. Non, personne n'est jamais revenu. Elle a raison, cela m'effraie. Nous verrons bien. Et l'enfant de la chance s'en va. Il s'en va, le fortuné, à la rencontre du griffon. Au griffon, chante-t-il. Et ce chant devient une direction. Ce chant devient une distance dès lors qu'il n'y en a plus. Il avance. À chaque pas, le paysage s'attriste. L'herbe devient poussière. C'est le désert noir du pays du monstre. Mais Fortuné avance, avance. Et un jour, il arrive devant un lac où les poissons sont morts. Hé, batelier! Me feras-tu traverser? Je traverse sans cesse de cette rive à l'autre, de l'autre à celle-ci, seul ou en compagnie. Je vais me joindre à toi. Comme tu voudras. Je cherche le griffon. Oui. Suis-je encore loin? C'est là-bas. Quelles sont ces lumières sur la rive? Des diamants et des richesses que personne ne peut rapporter. Moi, si. Je les rapporterai. Ah. Si tu reviens, peut-être pourras-tu découvrir pourquoi je dois indéfiniment passer les gens d'une rive à l'autre sans jamais m'arrêter. Car je n'en peux plus, mon âme est si lasse. Je m'en souviendrai. Tous ceux qui venaient cherchaient la même chose. Suce au monstre, criait-il, pour l'amour, la justice, la gloire ou la fortune. Mais tous échouaient de même au banquet du griffon. Et toujours les cris, les hurlements, les plaintes, les os broyés. Et la moelle gelée, sucée, inspirée. Qui va là? Sacre bleu! Sacre bleu! Oh! C'est toi, l'ami.
Oh! Qu'as-tu fait de tes sœurs? Oh, elles sont ici aussi. Hein? Où ça? Oh. Comment savoir si ces os sont à elles? Que s'est-il passé? Le griffon est venu jusqu'à notre repère. Il avait faim. Et moi, ma bonne cuisine m'a sauvé. Oh, mais cache-toi, va-t'en vite, mon cher garçon. Il va rentrer. Il me faut une plume de son dos, la plume d'or. Sa plume d'or! Au rang déjà grâce au ciel si tu repars entier. Oublie la plume. Mais j'ai promis de la rapporter à ma fiancée. Tu as promis? Sacre-bleu, sacre-bleu, sacre-bleu. Je dois aussi découvrir comment le passeur pourra cesser de passer ainsi. Cache-toi sous la table, je verrai ce que je peux faire. Tu es mon ami. Eh oui. Vite, vite. Mais je renifle, sniff, un parfum d'homme. Mais bien sûr que ça sent l'homme, c'est moi. Non, un parfum plus fin de garçon tout blanc. Mais il n'y a personne d'autre ici, vous devez avoir faim. Ah, je mangerai 3000 hommes. Sans aucun doute. C'est ce blabla. Sniff, parfum si fin de Charlemagne. Moi, je renifle. Allez, à manger maintenant. Caché sous la table, le fortuné écoute en silence. Et il essaie de toutes ses forces de ne rien sentir, même pas le vieil os qu'on pourrait ronger. Sacre-bleu, sacre-bleu, sacre-bleu. Oh. Terminé. Bon, une petite gratouille. Oh, oui, gratigner, griffe mon gros. Tu grattes trop fort. Pardon, Seigneur. Quel maladroit, je suis de gratter si fort, je devrais arrêter. Non. Gratouille, griffe mon gros. Très bien. Oh, je suis navré. Excusez, sacre-bleu. Oh, mais je vais faire attention maintenant. Très, très attention. Pas tirer, juste gratouiller, compris? Oui, bien sûr. Vous êtes un monstre très sensible. Je suis pas un monstre. Oui, enfin, je voulais dire un monstrueusement sympathique animal. Une brave bête. Mais non! Pas une brave bête, pas une bête! Moi, je suis un petit oiseau. Naturellement, un oiseau, un oisillon. Oh, je vais retourner là d'où je viens. Oh, bien fait pour moi, je ne mérite pas de rester avec vous. Oh non! Je vais m'en aller. Je demanderai au passeur de me faire passer. Oui, je sais qu'il est dehors, il attend ses passagers. Pauvre homme, pourquoi toujours là? Pourquoi toujours lui? J'ai dit maudit, il bougera pas d'ici. À moins que quelqu'un prenne en main la rame et qu'il passe à sa place et pour Milan le fasse. Simple. Alors si une personne prenait la rame, le passeur serait libre, l'autre le remplacerait. Oui. Oh, c'est tout simple. Je vais aller le dire à ce pauvre homme. Je vais aller le remplacer. Vraiment, j'y tiens. Laissez-moi y aller. Ah non. Moi, je te veux pour ma soupe et pour gratter, gratouiller, gratigner. Alors il faut vite aller vous coucher. Il y a beaucoup à faire demain. Des gens à manger, des récoltes à brûler. Une sieste douillette alors. C'est ça. Faites une sieste douillette. Alors, le fortuné s'enfuit vers la rive sans oublier sa plume d'or ni les diamants. Et il court vers chez lui, il court vers sa fiancée, vers son bonheur. Oh, ça n'est pas possible, je ne peux pas te croire. Et pourtant, tu es revenu. Personne n'est jamais revenu. Moi, si, tu vois. Et je connais ta réponse. Le prochain passager que tu prendras, donne-lui ta rame, afin qu'il prenne ta place. Et que toi, tu sois libre. C'est tout simple. C'est tout simple. Et pour la première fois depuis de longs siècles, le passeur retrouve l'espoir. Un sourire se dessine dans son cœur, un tout petit sourire à peine formé qui ne demande qu'à gagner son visage. Il est de retour.
rapporte la plume d'or. Je suis de retour. Et je vous rapporte la plume d'or. Et je vous ai obéi, ajouta-t-il. Le roi est consterné, mais que peut-il faire? Il donne sa bénédiction. Donne ma bénédiction. Mais son cœur dur se durcit encore à cette idée. Puis Fortuné montre son trésor, et les yeux du roi s'écarquillent. De l'or, des diamants, oh! D'où viennent toutes ces pierres précieuses? Et Fortuné raconte. J'ai traversé un lac pour me rendre sur l'île du Griffon. Et sur le rivage, le sable était d'émeraude et de perles. Les galets étaient d'or pur. Et plus loin, vers les terres, coulait une cascade de diamants. Est-ce possible? Quelle chance! Et en prononçant ces mots, le fiel consumait le cœur du roi comme une chaux vive. Et l'envie le tenaillait, l'avidité le poussait tant et tant que cette nuit-là, il se leva et il partit tout seul à la recherche du rivage enchanté de l'autre côté du lac. Avance, avance, avance! Ne peux-tu aller plus vite? Bien sûr, Seigneur. C'est facile. Prenez la rame, dit le passeur. Prenez-la, prenez-la. Alors, si vous arrivez un jour au bord d'un lac où il se dresse une île et que vous voyez un passeur qui passe et qui repasse, un passeur solitaire et maudit, tournez les talons. Le Griffon n'est pas loin et vous risquez de ne plus quitter là-bas. Car le passeur fut autrefois un roi cruel qui refusa de croire à la prophétie, tant son cœur était dur. Et la nature est sage. Elle sait où sont les monstres et où sont les merveilles. Chacun à sa place. Hé Le garçon et la princesse, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Oh oui, merveilleusement heureux. Forcément Fortuné était l'enfant de la chance. Ah, ouais. Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place au coin du feu est celle des monstres et merveilles. D'après une ancienne légende allemande, un jour de novembre, la reine mourut. Tout autour du palais, les feuilles se lamentèrent, elles rougirent, pâlirent, puis elles tombèrent. Dans le palais, les larmes du roi, de ses 3 fils et de sa fille aînée. Et les gens du peuple s'approchaient lentement pour offrir un dernier salut et une larme à leur reine bien-aimée. Mais au milieu de tous ceux qui pleuraient, il y avait une personne dont les yeux restaient secs. Parmi ceux qui pleuraient, il y avait une personne dont le cœur était glacé, dont l'âme était immobile, dont le sourire était trompeur, et qui déjà se réjouissait en pensant au jour où le roi voudrait combler sa solitude auprès d'une nouvelle reine. Et la sorcière, car c'était une sorcière, observait le roi de ses yeux secs et complotants. Il sera à moi. Elle complotait. À moi. Tout à moi. Vous aurez beau pleurer. Oh, son plan était simple, mais il était terrible.
Elle était si avide de pouvoir, de majesté. Elle voulait gouverner toute chose. Elle voulait sentir le poids d'un cercle d'or sur sa tête. Elle le voulait si fort que son cœur et son âme en étaient rongés. Alors elle se mit à l'œuvre auprès du roi. Le roi n'aurait pas épousé une sorcière. Non, le roi ne voyait même pas la sorcière. Il ne sentait rien, ni la tiédeur du soleil, ni la fraîcheur de la pluie. Il ne sentait que le poids du passé, celui des jours et celui des nuits. Les souvenirs le tiraient par la manche. Son pauvre cœur de roi avait été brisé. Mais la sorcière aurait pu charmer la peau d'un crapaud. Et tout son pouvoir, elle le jeta sur le roi. Elle s'insinua, elle s'approcha tout doucement, et le passé le tirait d'un côté, tandis qu'elle, patiemment, tirait le roi de l'autre. Le roi, lorsqu'il la regardait, croyait revoir le cher visage de sa reine défunte. Et il le voyait, oui. « Vous êtes revenu, lui disait-il. Ce sera... notre petit secret. » Oui. Mais c'est de la sorcellerie. Oh oui, c'était un envoûtement et un vrai. J'ai quelque chose de merveilleux à vous dire. Une femme est entrée dans ma vie. Enfant, nous allons nous marier. Nous allons de nouveau être heureux. J'espère que vous m'accepterez comme une amie. Et bientôt, très bientôt, j'espère, comme votre mère. Notre mère est morte. Nous voulions dire comme une seconde mère, n'est-ce pas? Oui. Bientôt. Bientôt. Vous l'accepterez pour moi? Je vous en prie. Eh oui, tous s'embrassent, toute la famille. Mais la sorcière observait. Et elle les maudit un par un. Ils étaient ses rivaux, ils étaient ses ennemis, ses 4 enfants endeuillés qui pleuraient leur mère. Et la jalousie, l'envie, la haine lui mirent la lèpre au cœur. Elle ne partagerait pas. Elle voulait tout. Alors elle sema des graines de frayeur dans la vie des enfants. Les marches se brisaient, les chevaux s'emballaient, les balcons s'effondraient, le coffre à jouets lui-même s'emplit d'horreur. Bien sûr, la sorcière était toute de miel, toute de sucre et de miel. Mais il arrivait parfois que le roi saisisse un de ses regards et il voyait alors derrière le miel l'abeille. Ah, c'est vrai ça. Et les abeilles, ça pique. Oh, je déteste cette sorcière. Ah, le pauvre homme, déchiré en deux, enchanté par sa nouvelle reine, effrayé pour ses enfants, que pouvait-il faire? J'ai dit que j'allais vous mener en vacances. Nous y sommes presque. Une forêt? Une forêt magique. Suivez le fil. Suivons le fil. Suivons le fil. C'est charmant, c'est parfait. Il y a un ruisseau, une maison. C'est magnifique. Oh oui, c'était charmant, c'était rose, c'était parfait. Les petits princes chantaient, gambadaient, gazouillaient, comme si un poids s'était levé de leurs épaules. Et leur sœur s'assit au bord du torrent, y baigna ses pieds et songea à leur mère, comme toujours lorsqu'elle était heureuse. Ceci est votre pays secret. Personne ne peut y parvenir sans suivre le fil. Je viendrai vous voir chaque jour. Vous nous avez conduits ici à cause d'elle, n'est-ce pas? Notre belle-mère? Non, bien sûr que non. Comment peux-tu penser une chose pareille? Mais la princesse avait raison, comme elle avait raison, car à l'instant même où elle parlait, la sorcière, sa belle-mère, étudiait d'affreux grimoires et d'horribles envoûtements dans le secret du donjon. Entre le pouvoir et elle, les enfants se dressaient comme des obstacles, sans cesse grandissant, sans cesse assombrissant l'avenir. Alors, il fallait qu'elle les retrouve, ces maudits qui obscurcissaient son ciel, qu'elle les retrouve. Et que le vent les emporte. Où étiez-vous, Seigneur? J'ai emmené mes enfants en voyage, en vacances. Ah oui? Où donc, Seigneur? Très loin d'ici. Quel est cet ouvrage? Des chemises. Je leur couds à chacun une chemise. Ne sont-elles pas mignonnes? C'est charmant. Ils seront ravis. Vous faites beaucoup de mystères. Moi? À quel propos? Les enfants? Nos enfants?
Vous demandez que je sois leur mère, mais quelle mère accepterait d'ignorer où sont partis ses enfants? Je voulais seulement qu'ils aient un endroit secret, c'est bien plus amusant. Un secret? Oui, bien sûr. Mais si jamais il leur arrivait quelque chose, alors que ferions-nous? Et si vous mourriez? Enfin, n'en parlons plus. Vous ne voulez rien me dire, c'est tout à fait votre droit. Ce sont vos enfants. Je ne suis que leur belle-mère. Mais la sorcière n'avait aucune intention d'en rester là, vous pensez bien. Et le jour suivant, lorsque le roi s'en alla, elle le suivit, discrète, présente et silencieuse comme une vipère, et elle le vit qui déroulait le fil magique vers le pays secret. Alors elle le déroba furtivement d'un léger tour de main. Oh, j'ai peur. Et bientôt, elle le laissa se dérouler et la conduire vers les enfants. Elle avait les chemises dans un sac et une malédiction terrible au bord des lèvres. Vous avez attrapé ces poissons vous-même, comme vous êtes habile. Comment nous avez-vous trouvés? Où est notre père? Il va arriver sans tarder. Regardez, je vous ai apporté des cadeaux. Elles sont jolies, non? Je les ai cousues une à une de mes mains. Merci. Alors mettez-les vite, que votre père les voie en arrivant. Comment leur père pourrait-il les voir? Son fil ne se déroule pas. La bobine ne le conduit plus. Où est votre sœur? J'aimerais tant la voir. Elle sera bientôt là. Essayez, les enfants, mettez ces chemises. Et pendant ce temps, le roi court. Mettez-les. Il crie, il hurle dans la forêt. Le roi est perdu et il se désespère. Mes enfants! La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont... Qu'est-ce que vous dites? La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. La chemise brûle, les ailes vont battre, les becs vont claquer, les yeux vont pleurer. Mais la princesse s'enfuit, elle court pour s'échapper, court pour sa vie. Ma fille. Ma fille. Mes fils. Mes fils. Mon époux? Mon époux? Qu'avez-vous fait? Moi, rien, mais vous, que faites-vous ici, dans mon pays secret? Où sont mes enfants? Oh, les enfants sont ici. Je ne veux pas vous regarder. Regardez-moi, Seigneur. J'ai entendu ma fille m'appeler au secours. Je crois que vous devez être fiévreux. Êtes-vous inquiet de quelque chose? Laissez-moi voir, laissez-moi vous soigner. Non, écarte-toi, ne me touche pas. Mes garçons. Mes fils. Oui, vous êtes soucieux. Il faut que je réfléchisse. Que je vois ce que je peux faire pour vous. Pendant tout un jour et toute une nuit, la princesse courut, trébucha, tomba, se releva, courut encore, puis elle s'effondra et s'endormit profondément. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit 3 corbeaux perchés devant elle. Mais peut-être ne fût-ce qu'un rêve, car les corbeaux lui parlèrent. « Sœur, notre sœur, disait-il, nous sommes ensorcelés, aide-nous. » Comment puis-je vous aider? Il te faut garder le silence, rester muette et ne pas dire un seul mot pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est ainsi, et ainsi seulement que l'enchantement sera brisé. Alors je ne parlerai plus. Elle plaça son doigt devant ses lèvres et elles furent scellées. La princesse promit de ne plus parler à âmes qui vivent pendant 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. La princesse, elle ne pouvait plus parler à personne. Non. Bonjour, au revoir, ni même j'ai faim. Non. Et écrire, est-ce qu'elle avait le droit d'écrire ou pas? Rien du tout. Si elle disait un mot à âmes qui vivent, ses malheureux frères demeureraient corbeaux pour toujours. Telle était la puissance de la malédiction de leur belle-mère. Alors la princesse se fit un abri du vieux tronc creux d'un grand arbre mort. Et elle resta silencieuse tandis que passait semaine après semaine. Jusqu'à ce qu'un jour, un jeune prince, qui se trouvait loin de son royaume, franchit le torrent. Et dans l'eau pure, il voit flotter un mouchoir. Bonjour, ce doit être à vous. Approchez.
Vous êtes envoûté, c'est bien ça? Vous ne pouvez pas parler? N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Je veux juste m'asseoir tranquillement près de vous. Vous voyez? Tout en lui parlant, il s'assied devant elle. Il sort de son sac une miche de pain et lui en offre. Et tandis qu'elle mange, la pauvre affamée, toute silencieuse, il lui parle, lui. Il parle de son passé, de son présent, de ses projets. Mais tout en parlant, il ne cesse de penser. Quels beaux yeux! Il ne cesse de se répéter. Oh, prendre cette bouche. Jour après jour, pendant une semaine, le prince revient au torrent et la princesse réapprend à sourire. Elle sourit davantage chaque jour, d'un sourire exquis, d'un sourire qui enveloppe le cœur du prince et l'attire tout contre le sien. Un sourire qui fait fondre ces deux cœurs en un seul. Bientôt, le prince cesse à son tour de parler et tous deux demeurent assis côte à côte, heureux simplement de se reposer dans ce sourire-là. Mais un beau jour, le prince ne peut plus retenir ses mots. Il lui échappe, alors il les dit tous très vite, mais très bien. Il dit amour, il dit mariage, il dit toujours, il dit jamais. Et c'est à ce moment-là qu'ils s'embrassent. Et moi, je dis qu'ils ont raison. Alors elle a parlé? Rien, pas même un murmure. Le prince la fait monter sur son cheval et ils prennent le chemin de son royaume. Et tout au long de cette longue route, lui, il parle de son père, le roi, et de sa mère bien-aimée qui est morte. Et la princesse meurt d'envie de dire « Je sais », elle meurt d'envie de dire « Moi aussi », mais elle ne peut pas. Alors elle ne dit rien. Et finalement, les voilà qui arrivent aux portes du palais. Et le prince est tellement fier. Père, madame, je veux vous présenter ma bien-aimée. Son père se penche. Et sa belle-mère se penche aussi. La sorcière? La sorcière. Mais elle était mariée avec l'autre roi. L'autre roi est mort, empoisonné. C'est que la sorcière a pris goût au roi maintenant. Elle a pris goût au royaume. Et la princesse est comme une épine plantée dans ses couronnes. La princesse ne parle pas, mais ses yeux en disent long. Son regard l'accuse. Meurtrière de mon père, sorcière qui a envoûté mes 3 frères. La sorcière comprend qu'il lui faut se débarrasser d'elle. Et ainsi la bataille commence. La douce princesse contre l'affreuse sorcière. Mais le prince ignorait tout. Il épousa sa bien-aimée. Et ce fut vrai. La lune, pour eux, était de miel. Il a bougé. Il donne des coups. Il me tape. Et le temps s'envole que déjà il est là, l'enfant. C'est un fils, un garçon. Et sa jeune maman donnerait tout au monde, n'importe quoi pour pouvoir l'appeler par son nom, chanter pour lui, chuchoter. Mais il ne faut pas. Alors elle ne le fait pas. Il a les yeux de sa mère, cet enfant, comme il est mignon. Mais espérons qu'il aura votre voix, mon cher. Surveillez-le bien, surtout. Prenez bien soin de ce petit homme si précieux. Elle s'en charge. Bien sûr, je le vois. Quoi? Qu'y a-t-il? Où est le bébé, chérie? La princesse n'en savait rien. Elle ne pouvait rien dire, et nul ne savait ce qu'était devenu le bébé. Quelle souffrance intolérable. Une nuit, elle alla au fond du parc, creusa le sol de ses 2 mains, fit un trou profond dans la terre, et se pencha au-dessus. Et elle cria de tout son cœur. Elle hurla sa peine, elle hurla dans le trou jusqu'au matin. Alors elle se sentit un peu mieux. Et quand elle leva les yeux vers le ciel, elle vit ses frères, les 3 corbeaux qui tournoyaient au-dessus d'elle. Les jours passent, semblait-il dire. Tiens ta promesse. Tiens ta promesse. Votre père et moi sommes désolés pour vous deux. Merci. Désolés. Ne se pourrait-il pas... Vous ne pensez pas que la princesse aurait pu... Enfin, ne pas vouloir de cet enfant, qui sait? Elle l'aimait si fort. Oui, bien sûr, c'est vrai. Stupide. Ne pensez plus à ce que je vous ai dit. Vous voulez? Chérie, où étais-tu partie? Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu as sur les mains? Et qu'est-ce que c'est? De la terre? Peut-être que la princesse a creusé un petit trou. Qu'avez-vous pu creuser?
Comme vous devez être malheureux qu'elle soit muette. Je déteste cette sorcière. Je parie que c'est elle qui a pris le bébé. Nul n'en sut rien, ou nul n'en dit rien. Et quand on apprit que la princesse allait avoir un second bébé, chacun garda sa joie pour lui, silencieuse. Ainsi, 2 ans et 2 mois après avoir fait vœu de silence, la princesse eut un second fils, un second garçon. Elle ne le quittait pas des yeux, pas un seul instant. Mais l'épuisement finit par avoir raison d'elle. Elle cessa de lutter, ses yeux cessèrent de veiller et ses paupières de battre. Mais quand elle s'éveilla, de chuchotement en chuchotement, la nouvelle gagna tout le palais. 2 bébés disparus, mais quel genre de mère est-ce là, murmurait-on. Elle perd ses bébés et elle ne parle jamais. Maudite, maudite, chuchotaient les commères. C'est une sorcière. Oui? Vous savez, avant, pour mon premier fils, vous aviez eu des doutes sur ma femme. J'avais dit impossible, mais maintenant je ne sais plus et j'ai si peur. Oh, je sais. Je vous comprends. Et elle attend un nouvel enfant. Je ne supporterai pas... Ne vous en faites pas. Quand viendra le moment, nous devrons la surveiller de près. Il faut l'aimer très fort, oui, mais il faut la surveiller de près. Ne vous en faites pas, je suis là. Est-ce que je ne vous rappelle pas quelqu'un? Ma mère? Je le savais. Ainsi, 3 mois plus tard, lorsque naquit l'enfant... Chérie, notre fils, notre merveilleux petit garçon, tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais peut-être l'emmener avec moi pendant quelques jours, dans un endroit sûr, là où personne ne pourrait lui faire de mal. Je savais qu'elle refuserait. Naturellement. Eh bien, comme il est tard, restez auprès d'elle jusqu'au matin. Ensuite, nous verrons. Demeurez près d'elle et veillez sur l'enfant. C'est un amour. Un amour. Ils demeurèrent donc côte à côte, le cœur tout gonflé d'amour et de tendresse, admirant leur enfant tout neuf, aux mains en forme de petite étoile. Et la mère priait, le père priait aussi, mais la tension, la fatigue de cette naissance les balayait tous deux de ces lourdes vagues, les soulevait, les balançait, les emportait vers le sommeil. Et pendant 1 minute, 2 minutes, 3, ils dormirent. Puis, quand le prince se réveilla... Oh non! Oh non! Qu'en as-tu fait? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible! Je ne peux pas le croire! C'est une sorcière! Mes pauvres bébés! Mes pauvres fils! Ouais, qu'on la porte au bûcher, cette sorcière! Demain, elle brûlera sur le bûcher. Ainsi fut-il décrété que 3 années, 3 mois, 3 semaines et 3 jours après avoir fait vœu de silence, cette malheureuse, cette innocente princesse serait brûlée. Mais pourquoi ne parle-t-elle pas? Elle peut parler maintenant, non? Non, pas encore, pas avant qu'il soit midi. Ils préparèrent le bûcher bois sur bois, rondin sur rondin, bien sec et prêt à s'enflammer. Et quand ce fut prêt, il était encore bien loin de midi, mais ils vinrent la chercher pour l'attacher au poteau. Et quand l'ombre sur le cadran solaire approcha de la barre de midi, ce fut la sorcière elle-même qui enflamma la torche et la porta vers le lit de paille et de brindilles. Mais alors 3 corbeaux se jetèrent sur elle, bec en avant et ailes déployées, et elle lâcha la torche et fouah, cendres et poussière, voilà ce qu'elle devint. Mes frères, mes 3 frères! Et les 3 frères, enfin libérés de l'enchantement, détachèrent leur sœur et l'entourèrent, l'enlacèrent, l'embrassèrent. Et si elle ne parla pas, c'est parce qu'elle pleurait. Et puis...
car enfin tout lui était rendu. Ah, le bonheur! Celle qui avait su tenir sa promesse, la princesse silencieuse, eut sa récompense. Elle avait le cœur bien assez grand pour accueillir 3 frères, 3 fils et un mari repenti. Et elle sourit tant et tant qu'elle ne cessa plus de sourire. Eh ben, tant mieux. Moi, je croyais que les bébés avaient été tués. Non, la sorcière les avait jetés au fond d'un puits. Mais les corbeaux le savaient et ils les avaient repêchés, gardés, élevés, aimés, et ils furent tous heureux jusqu'à la fin. Oui, d'accord, mais ça ne faisait pas 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours exactement, n'est-ce pas? Non, monsieur l'horloger. La princesse avait parlé 3 minutes trop tôt. Et c'est pour ça que le plus jeune frère garda toujours l'une de ses ailes. Mais ça ne le gênait pas, et moi non plus. Et ça ne devrait pas te gêner davantage, mon cher. Ouf. Et voilà l'histoire des 3 corbeaux.